Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler d'expédition de GeForce. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram pour ne rien rater. Le coaster dont on va parler aujourd'hui prend place à Holiday Park en Allemagne, à peu près 45 minutes de la frontière française. Il a ouvert en 1971 et était alors très modeste. Auparavant, on trouvait sur son site une forêt de contes de fées, un peu comme ce qu'on a à Efteling, j'imagine. Et en fait, c'est une famille qui donc possédait et dirigeait un cirque qui s'y est installée pour y implanter un parc. Le nom Holiday Park, lui, est apparu en 1973 et depuis cette saison, il n'a jamais changé de nom. Il s'étendait alors sur 70 000 m², autrement dit 7 hectares, et comme beaucoup de parcs en Europe à cette époque, il s'est développé année après année afin de grandir progressivement. Il a vu ouvrir puis fermer un coaster Vekoma, assez commun, c'était un truc un peu simple qu'on peut retrouver dans d'autres parcs, et il a laissé place à Skyscream qui est lui un coaster du constructeur Premier Rides de 45 mètres de haut qui est propulsé, qui est vraiment génial. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on peut retrouver à l'entrée de la zone de Skyscream une figure, un corkscrew, une vrille qui était donc présente sur l'ancien coaster du constructeur Vekoma. En 1997 a ouvert une tour de chute du constructeur Intamin de 70 mètres de haut, ce qui est plutôt cool, c'est une belle tour de chute qui encore aujourd'hui accueille du public. Je vous passe les autres attractions qui sont parfois vachement intéressantes et qui ont donc vu le jour à un moment donné dans le parc ou qui existent toujours afin d'étoffer l'offre. Aujourd'hui, il s'étend sur 40 hectares et d'après le dernier chiffre fiable que j'ai trouvé, il a accueilli en 2017 600 000 visiteurs. Ce n'est pas leur record de fréquentation, il date de 2006 avec 1,1 million de visiteurs, ce qui est quand même beaucoup, c'est vachement honorable. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi aujourd'hui il fait moins de visiteurs, je vous dirais que c'est tout à fait normal, sans grand renouvellement au niveau des attractions et puis finalement sans gros investissements, le parc va forcément décliner un petit peu. On voit ça dans sur beaucoup d'autres sites, notamment Astérix. À une époque, ils avaient atteint les 2 millions de visiteurs et pendant 10-15 ans, ils n'ont pas réussi à les ravoir et ils ont mis vraiment du temps. Aujourd'hui, ils ont réussi à les dépasser une nouvelle fois. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour des parcs qui ne se renouvellent pas et on voit qu'à Astérix, le travail qui a été fait pour offrir de la nouveauté, pour rénover le parc, etc. a été très conséquent. Et à Holiday Park, c'est en cours, mais c'est pas encore aussi important qu'au parc Astérix. Enfin, il est dirigé par le groupe Studio 100 qui dirige entre autres Plopsaland de Panne. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient découvrir le parc à travers mes yeux, je vous mets en fiche une vidéo que j'ai tournée là-bas en 2020. Mais passé ce petit historique, on va s'intéresser à l'attraction qui a ouvert en 2001 et qui est en fait le sujet de cette vidéo. Il s'agit d'un monstre qui a calmé et qui calme encore la plupart des parcs européens et c'est juste une dinguerie en fait. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, sans cette machine au sein du parc, il n'aurait pas eu l'aura qu'il a aujourd'hui auprès des fans comme moi et comme beaucoup d'autres. Il s'agit d'un roller coaster du constructeur Intamin, designé par Werner Stengel, qui ont ensemble créé cette machine quasi parfaite pour l'époque. Intamin étant très réputé en termes de sensations et Werner Stengel, c'est tout simplement le boss final du monde des parcs. Lui d'ailleurs, faut vraiment que je vous en parle dans un EDB World qui lui sera dédié. Bref, commençons simplement par les caractéristiques. Il fait 53 mètres de haut, 1200 mètres de long, atteint les 120 km/h et dure 1 minute 15. Jusque là, c'est honnête. Après ça fait pas de lui un coaster exceptionnel juste avec ces caractéristiques là, même si à l'époque, c'est le Grand 8 le plus haut d'Europe. Mais déjà, il possède une chute inclinée à 82 degrés et qui twiste vers la droite de manière totalement folle et qui est en fait exceptionnelle. C'est cette chute qui a inspiré les designers de Conda à Walibi Belgium, c'est pourquoi elles se ressemblent un petit peu toutes les deux, et c'est vous dire à quel point encore aujourd'hui, 20 ans après, ce coaster a une aura de dingue. L'attraction développe des forces G allant jusqu'à 4,5 G, alors dit comme ça, c'est pas vraiment concret, mais on va dire que c'est juste super intense. À ce stade, on a une bonne, voire une très bonne machine, en tout cas sur le papier. Mais sa particularité, c'est qu'il possède des bosses tout au long de son parcours qui vont procurer des airtime. Autrement dit, vous allez être comme éjecté du siège, qui va vous procurer une sensation parce que vous ne serez pas éjecté, en fait, vous serez retenu par le système de maintien, et ça va procurer des airtime vraiment monstrueux. D'ailleurs, il possède l'un des airtime le plus puissant au monde, qui est de l'ordre de -2 à -2,1 G, ce qui est énorme. Et en fait, il se tire un peu la bourre au niveau de la première place avec un autre coaster qui se trouve aux États-Unis qui se nomme Skyrush. Et en fait, on ne sait pas vraiment lequel est le plus intense.
peut-être Skyrush, mais j'en suis même pas sûr, donc voilà, je vous mets ça là. Mais en gros, ça veut juste dire qu'il a au moins un airtime qui est juste monstrueux. Et juste pour info, à titre de comparaison, un airtime de moins 1,5 G, c'est déjà un très très bon airtime. Et à un tel niveau d'intensité, on appelle ça tout simplement des éjectors, comme leur nom l'indique, hein, ça va vous éjecter du siège comme je vous l'ai dit. On retrouve de très grands virages, très amples, parfois inclinés, ainsi qu'un changement de direction qui débarque comme une claque en pleine gueule. Donc vraiment, je vous l'ai dit, c'est un monstre. Pour vous donner un ordre d'idée, il a été élu meilleur roller coaster du monde à plusieurs reprises et plusieurs années d'affilée. Aujourd'hui, il se situe facilement entre la 10e et 20e position en termes de meilleur coaster du monde, que ce soit dans des classements officiels ou alors des classements réalisés par des fans. Pour moi, c'est l'une des meilleures réalisations d'Intamin. Alors, ça veut pas dire que ce qu'ils ont fait après était nul, loin de là. Mais en gros, c'est juste parce que pour l'époque, c'était complètement dingue et on voit qu'encore aujourd'hui, c'est un putain de roi en Europe. De toute manière, son nom annonce la couleur Expédition GeForce, abrégé en EGF. Et si je vous le précise, c'est parce que je trouve ça assez exceptionnel que le nom soit donné ainsi pour qu'en fait on montre que l'attraction a pour seul et unique but de procurer de très grandes sensations. Aujourd'hui, on va faire des attractions qui vont avoir un thème, qui vont avoir des choses comme ça. En plus, là, il y avait juste une attraction qui procurait des sensations et c'était le seul et unique but. Et c'est assez marrant, on retrouve dans d'autres parcs aux États-Unis des noms un peu similaires, avec notamment la hauteur de l'attraction dans le nom, afin de montrer que quand même c'est exceptionnel. Mais c'est vrai que j'aime bien cette mentalité parce que oui, on aime beaucoup des attractions très aimées comme Taron, comme Fly, etc. Mais quand ça fout une claque comme ça aux visiteurs, on aime bien aussi et en fait il faut un peu de tout pour faire un monde de parc, donc je suis très content qu'elle existe. Quelques infos supplémentaires au sujet de cette machine. Sans lift, donc le système qui va hisser le train jusqu'en haut, n'est pas un lift à chaîne comme sur beaucoup de coasters, mais un lift à câble. Ça veut dire que c'est super rapide et pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur les systèmes appelés lift, je vous mets une vidéo en fiche. Les trains sont composés de 7 wagons pouvant accueillir 4 personnes chacun pour un total de 28 passagers par train. Et en fait, ils ont la particularité d'être vraiment vieux et d'avoir ce côté un peu authentique des vieux trains d'Intamin avec des sièges qui, selon par exemple Dubik, sont des sièges de camping, qu'on pourrait aussi appeler des sièges de stade finalement. On est retenu par des lap-bars un peu à l'ancienne et c'est assez impressionnant surtout quand on tape des airtime aussi intenses. Et en plus de ça, on a une ceinture afin d'être tranquille et d'être totalement sécurisé. Mais vraiment la machine, je la trouve old school avec ces trains qui en fait nous procure cette sensation de ne pas être vraiment maintenu, on a juste une petite lap bar, c'est pas comme aujourd'hui sur les nouveaux trains Intamin, on a des sièges assez hauts avec un dossier assez haut aussi, où en fait on va pas vraiment dépasser, et on est maintenu par une barre un peu plus robuste. Là c'est vraiment, ça fait très archaïque, alors que bon, niveau sécu on est très très bien, mais c'est vrai que au niveau de l'impression, vu que c'est des petits sièges tout fins, on a vraiment pas cette sensation d'être bien maintenu, c'est ouvert sur le côté, encore une fois il n'y a pas de grand siège devant, donc ça fait aussi une ouverture assez impressionnante, et du coup on vit l'expérience très différemment. J'aime beaucoup les nouveaux trains d'Intamin, c'est pas la question, puis il faut que ça évolue, il faut que le confort vienne aussi, mais il y avait ce côté là qui me plaisait beaucoup sur un truc comme EGF, et ça on n'aura plus ça aujourd'hui, et bon c'est un petit peu dommage, mais au moins on l'a sur EGF. Et d'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, au niveau des vibrations, oui ça vibre très très légèrement, mais c'est pas des vibrations dérangeantes, c'est juste finalement un train qui a 20 ans, et d'ailleurs pour cet âge là, c'est largement bon finalement, et surtout on entend tout ce qui est carénage, toutes les protections en plastique, en fibre de verre qui forment la coque, qui là oui va vibrer un petit peu plus parce que ça fait du bruit, mais en termes de ressenti, c'est très limité et ça ne gâche pas du tout l'expérience. Le layout, autrement dit le parcours, est quant à lui vraiment très ample, très étalé dans le parc. Ils n'ont pas cherché à le condenser, ce qui, encore une fois, se fait pas beaucoup parce que les parcs ont de moins en moins de place et puis, de toute manière, il faut quand même garder de la place pour d'autres attractions. À l'époque, ils en avaient strictement rien à faire et ça donne une machine qui est déjà vue d'en haut quand on est dans le lift et hyper étendue, hyper impressionnante. Et ouais, ça fait vraiment un effet très particulier. De toute manière, on n'arrive pas, à moins d'être dans l'attraction, à le voir sur son intégralité. On voit juste des bosses qui traversent un peu le parc. Et c'est vraiment impressionnant. Et en fait, il évolue principalement dans la forêt et aussi un petit peu au-dessus d'un lac. Donc c'est une machine emblématique qui représente finalement un moment d'histoire et qui n'est à louper sous aucun prétexte quand on est passionné de coaster. D'ailleurs, il existe une anecdote complètement folle au sujet d'EGF. En effet, en 2002, Richard Rodriguez a effectué un marathon sur cette attraction. Il a parcouru, écoutez-moi bien, 29 000 km sur Expédition GeForce, et oui, on parle bien de milliers de kilomètres. Il l'a réalisé en 104 jours à raison de 10 heures passées dans l'attraction,
tous les jours. Évidemment, pour réaliser cet exploit, il était encadré par des professionnels, des médecins, mais également des scientifiques issus en fait, du programme spatial allemand et européen, entre autres, et même par les équipes du parc finalement, afin de s'assurer que tout se passe pour le mieux durant ce marathon complètement fou. Richard est un Américain qui, à l'époque du record, avait 42 ans. Alors évidemment, c'était risqué parce qu'on peut pas trop savoir, avant de l'avoir fait, à quel point le corps va pouvoir résister à autant de force sur une période aussi longue. Et finalement, après coup, on peut se rassurer en se disant que quand nous, on enchaîne 3, 4 fois, 10 fois une attraction intense au cours d'une journée, au cours d'une visite d'un parc, on est quand même assez loin de ce que le corps peut tolérer, en tout cas pour la plupart des gens. Et on est aussi très loin du record un peu discutable qui avait été effectué par des youtubeurs sur Goodurix. Car faut pas oublier que Richard est américain, ça veut dire qu'il aurait pu réaliser ce record sur plein d'autres machines, notamment celles qui se trouvent aux États-Unis, mais il a décidé de le faire sur EGF, qui est une attraction très intense. Il aurait pu choisir, je sais pas moi, une montagne russe à sensation un peu moins folle, afin de moins subir de force, mais non, il a souhaité la faire sur cette attraction qui est emblématique, et finalement c'est beau, parce que résister à autant de force, à autant de tours, même une fois que le corps est habitué, je pense ça doit être très lassant, et mentalement, il faut vraiment être très fort. Et pour ceux qui diraient que c'est complètement débile et que en fait ça n'a aucun intérêt, déjà je vous dirais que c'est un exploit, parce qu'il faut le faire, il faut réussir à battre ce genre de record, mais surtout, lui répondrait qu'il y a des gens qui gravissent des montagnes de 8000 mètres de haut sans oxygène, et que lui, son aventure, c'est les roller coasters. Et pour cette dernière phrase, c'est à quelques mots près ce qu'il a répondu à la presse après avoir fait son marathon. Mais parlons à présent d'un événement bien moins cool qui s'est produit sur Expédition GeForce. Ça se déroule le mercredi 28 avril 2010 lorsqu'un train est envoyé de manière tout à fait normale sur le parcours. Le train va donc gravir le lift, entamer la chute, passer la première bosse avec un airtime très conséquent, effectuer un virage vers la droite pas mal incliné et redescendre de ce virage. Et c'est vraisemblablement dans ce creux que le système de maintien des roues va céder au niveau du 4e wagon. Ce qui va ralentir considérablement le train dû au frottement assez conséquent, et ce qui va même le stopper totalement une fois arrivé presque au sommet de la bosse qui suivait ce creux et donc ce virage. Bosse qui culmine tout de même à une vingtaine de mètres, donc c'est pas rien. Au niveau visuel pour les visiteurs se trouvant dedans, c'est déjà particulier. À ce moment-là, on remarque que 2 wagons penchent légèrement vers la droite et donc vers le sol. Faut comprendre que, comme sur de nombreux coasters à travers le monde, EGF possède seulement des systèmes de roues à l'arrière des wagons, à l'exception de celui qui se trouve en tête. Les 2 wagons, le 4e et le 5e, qui se sont donc désolidarisés un petit peu du rail, se sont plus ou moins repoussés l'un l'autre, avec donc l'arrière du train qui pousse et l'avant qui freine, ce qui explique en fait cette position un peu étonnante. Je tiens quand même à préciser que ces 2 wagons étaient fermement maintenus sur le rail grâce aux autres wagons qui eux en fait n'avaient tout simplement pas de problème au niveau des systèmes de maintien de roues, alors même qu'il y avait eu donc un choc assez violent et que ces 2 wagons tiraient considérablement. Le reste a très bien tenu. Bref, une fois à l'arrêt dans cette position plutôt inconfortable et après avoir eu une belle frayeur, les pompiers sont appelés par le parc et vont donc commencer à évacuer les visiteurs grâce à une échelle, tout simplement parce que c'est qu'à une vingtaine de mètres. Il y eut 8 blessés légers qui souffraient soit de bleus, soit de nausées, soit d'un léger mal de cou, forcément, car c'était dû au choc et à l'arrêt brutal de l'attraction. Les barres de maintien, quant à elles, ont totalement rempli leur rôle, les visiteurs ont tous été très bien maintenus, attachés dans le train, et de toute manière il n'y avait aucune raison que ça s'ouvre parce que ça a été pensé justement pour que, en cas de choc sous le train, les barres ne s'ouvrent pas. Finalement, plus de peur que de mal, mais ça aurait quand même pu être plus grave, notamment si cette casse était survenue sur le dernier wagon. Le risque aurait été que ce dernier se mette à se balancer de gauche à droite et heurte une partie du parcours, un poteau, quelque chose qui passait par là, comme ce qui s'est passé finalement sur Mindmender. D'ailleurs, pour découvrir cette tragique histoire, je vous mets une vidéo en fiche. Par contre, je le précise, mais l'accident de Mindmender n'a vraiment rien à voir avec ce dernier, que ce soit dans ce qui a produit cet accident, mais surtout dans la résultante, ce qui est que Mindmender, il y a eu des décès alors qu'il n'y en a pas eu sur EGF. C'est quand même important à préciser, je l'utilise en exemple juste pour montrer que si c'était survenu sur le dernier wagon, il aurait pu se mettre à se balancer et donc heurter un élément à côté. Mais sur Mindmender, les barres se sont ouvertes, alors que sur EGF, il n'y avait aucune raison que ça se produise, parce que les systèmes sont considérablement différents, bien mieux pensés sur Intamin pour le coup, sur le train d'Intamin, le train d'EGF, et qui en fait, même avec des chocs très violents sous le train,
ne permettent pas l'ouverture des barres. Quelques infos supplémentaires avant de passer à la suite. Le train comportait 26 passagers sur les 28 possibles et il faut savoir qu'une semaine avant l'accident, ou une semaine ou 10 jours, il y a eu un passage de la TÜV, une validation de la TÜV qui est un organisme de sécurité qui vient tous les ans valider l'ouverture d'une attraction et qui n'a détecté aucune anomalie. Le parc, lors d'un communiqué, annonça que cet incident était la résultante d'une pièce qui est une sorte de goupille ou d'un boulon au niveau de l'essieu qui avait cassé et qui a donc provoqué cet incident. Et en fait, il faut comprendre que cette pièce doit être remplacée toutes les X années selon ce que donne le constructeur comme marche à suivre. Et en fait, cette pièce a cassé avant même que cette date soit effective, avant même que la pièce soit devenue trop vieille pour être sur le coaster. Et je vous rassure tout de suite, mais quand un constructeur dit, imaginons, cette pièce-là doit être changée tous les 2 ans, et en fait, elle peut finalement peut-être tenir 10 ans, mais par sécurité, à cause de l'usure et des forces, etc., on prend une marge d'erreur considérable pour être sûr qu'elle ne casse jamais. Là, il y avait sûrement un défaut de conception à la base sur la pièce, qui a donc provoqué cet accident, cet incident. Mais tout de même, il faut savoir que le parc a fait des tests, a essayé sur d'autres goupilles de les casser avec des forces assez considérables, et ça n'a pas marché, donc c'est vraiment que cette pièce-là avait un défaut. Bon des fois ça arrive, mais par sécurité ils les ont toutes remplacées et donc ils sont partis sur des bonnes bases sur les 2 trains afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres pièces défectueuses s'il s'agissait d'un lot à l'époque et donc d'être tranquille pour la suite. Après on n'a pas énormément d'infos là-dessus, le parc est resté assez discret, c'est vraiment juste le communiqué qu'on a, donc il faudra se contenter de ce que je vous ai dit. Quoi qu'il en soit, le parc est très vigilant aujourd'hui avec ce type de pièces, va le changer régulièrement et surtout va l'inspecter de manière plus accrue. Donc la faute ne vient ni du parc, ni du constructeur, ni de la TÜV, ni des employés, mais bien d'une pièce défectueuse. C'est un hasard malheureux et je vous rassure, mais ça ne devrait pas se reproduire. C'est extrêmement rare qu'une pièce de ce type casse et donc en fait les chances que ça arrive sont très minces. C'est arrivé sur EGF et donc aujourd'hui on peut se rassurer en se disant que la sécurité est accrue dessus, qu'ils ont peut-être même changé un petit peu la manière dont cette pièce était fixée, peut-être qu'ils la fixent d'une manière encore plus sûre, je sais pas, j'ai pas d'infos là-dessus, mais en tout cas ils font vraiment très attention et cet incident ne devrait pas se reproduire, il y a quasiment aucune chance que ça arrive. Je peux pas vous dire qu'il y en a vraiment aucune parce que le risque zéro n'existe pas, mais de toute manière on est très proche de zéro. Le plus important c'est qu'il n'y ait eu ni blessé grave ni décès au niveau du visiteur. Et de toute manière, ce sont des trains très robustes avec des systèmes de fixation entre les wagons qui sont juste vraiment à toute épreuve, des harnais de sécurité qui pour les ouvrir avec juste un choc, faut y aller je pense. Donc voilà, c'était quand même un cas extrême et le train a parfaitement résisté, il est quasiment resté sur sa voie presque, il n'y a pas eu de retournement, il n'y a pas eu de choc très violent qui aurait pu blesser gravement un visiteur et on voit que de toute manière les visiteurs ont été préservés dans cet incident. C'est le principal et voilà, encore une fois c'est un train tellement robuste, tellement bien foutu pour le coup que les chances qu'un tel événement produise un accident très grave était quand même assez mince. Le coaster reste fermé pendant 3 mois, le temps déjà de trouver la cause, mais aussi de faire tous les tests possibles et imaginables afin d'empêcher un tel événement de se reproduire. Alors il y a eu tout le monde, il y a eu la TÜV, il y a eu le constructeur, Intamin, des ingénieurs en tout genre qui sont venus et qui ont fait tous les tests afin de s'assurer que de toute manière c'était safe et de pouvoir ouvrir dans les meilleures conditions. Le parc a baissé durant cette période le prix d'entrée du parc de 4 €, ce qui est quand même pas mal afin de pallier au manque de cette attraction qui est quand même l'attraction phare du parc. Il réouvrit le 5 août 2010 et depuis cette date, aucun incident, aucune mésaventure de ce genre ne s'est reproduit. Pour ce qui est du reste des petits incidents qui sont survenus sur EGF durant son exploitation, on a donc le câble qui hisse le train au sommet de l'attraction qui un jour a cédé. Alors ça pareil, ça arrive, c'est quand même vachement rare, mais ça arrive. Et en plus, il a cédé avant même d'avoir atteint son utilisation maximum. Enfin, l'échéance, sa date d'échéance au moment où il va être changé, donc il était encore bon techniquement. Défaut de conception aussi. Pareil, là, pas de problème, le train s'arrête dans le lift tout simplement, il repart pas en arrière parce qu'il y a des anti-rollback. On monte sur les marches sur le côté, on ouvre les harnais, on évacue les visiteurs et c'est bon. Alors, il faut quand même faire gaffe parce que ce genre de câble qui casse, ça peut être dangereux s'il revient dans la tête du visiteur, évidemment. Mais là, sur ce type d'attraction, il est quand même pas mal enterré dans le rail, donc il n'est pas
juste comme ça à la vue de tout le monde, il est un petit peu dedans. Et de toute manière, il y a pas mal de contrepoids, de choses comme ça qui font que le câble va naturellement partir en bas. Donc pas de problème, mais c'est vrai que vu qu'il est tendu, on peut se dire que ça peut revenir dans un visiteur. C'est déjà arrivé, mais pas sur ce type d'attraction là. C'est déjà arrivé avec une propulsion, un câble qui est tiré et non pas juste qui hisse un train. Mais voilà, pour le coup, là c'était un incident sans aucune gravité et même pas spectaculaire, hein, le train s'est juste arrêté. Autre chose, sur les coques qui composent le train, qui permettent de cacher la technique et qui sont faites de fibres de verre. D'ailleurs, au passage, elles ont changé de couleur, hein, les trains, durant leur vie, ont changé de couleur. Ça, c'est une petite anecdote. Mais en fait, il faut comprendre que ces coques, un jour, elles ont subi quelques petits désagréments. Déjà, lors de la première année d'exploitation, dû à un mauvais calcul du constructeur Intamin, les coques, elles prenaient un peu cher et du coup, elles se dégradaient très rapidement. Ce qui est un peu chiant, hein, parce qu'il peut y avoir des morceaux qui volent. C'est pas plus gênant que ça, mais bon, ça peut fouetter le visage. Pour le visiteur, c'est pas agréable. Et puis même, ça fait mauvais genre d'avoir une coque qui est cassée. Et une autre fois, en fait, le wagon, c'est tout simplement manger un arbre. Là, forcément, la coque fait beaucoup moins la maline face à une branche qui s'est posée sur la voie. Mais bon, pareil, pas plus de problème que ça. Même si c'est vrai que quand une branche tombe sur les voies, c'est quand même touchy parce qu'il faut pas qu'elle revienne dans la gueule du visiteur. Ça, malheureusement, ça arrive dans beaucoup de parcs. En général, c'est à 99% du temps, c'est sans gravité. Au pire, il y a un petit bleu quelque part, mais c'est vrai que généralement, c'est juste le train qui prend et la coque. Donc bon, c'est pas grave. D'ailleurs, il faut savoir que sur les grands 8 qui ont une intensité aussi importante, hein, comme EGF, on va avoir un coût d'entretien qui va être énorme. Et même en termes de main d'œuvre, ça va être aussi conséquent. On va avoir besoin de plus de techniciens plus longtemps que sur un coaster, imaginons, plus familial. Alors ça s'explique pour une raison très simple, hein, c'est que les forces et les vitesses qui sont donc produites par le train, elles sont considérables et donc ça va forcément jouer sur les pièces, forcer, ce qui va demander à remplacer plus régulièrement certaines pièces et qui va bouffer du consommable, on va dire ça comme ça. Je vais vous prendre un exemple dans le décor tout simple. Cette roue de coaster, qui est sur une montagne russe qui n'exerce pas des forces de dingue, en fait on a là un revêtement, une bande de roulement. Ça se bouffe à une vitesse folle sur les coasters comme EGF ou les coasters aussi intenses. C'est juste du consommable, on va appeler ça comme ça, en fait, ça se bouffe, ça permet de faire circuler le train dans les meilleures conditions et il faut changer souvent. D'ailleurs, ça peut se décrocher, ça arrive, c'est rare quand le parc fait pas gaffe, ça peut se décrocher, c'est pas grave, c'est pas dangereux, ça va juste faire du bruit, ça peut abîmer le rail, mais en soi, il n'y a pas de danger pour le visiteur, donc c'est pas grave. Mais ça peut juste faire très très peur par contre. C'est une chose à savoir, les parcs en sont conscients quand ils achètent une attraction de ce type. Ils vont devoir débourser des sommes folles tous les ans et c'est pas un problème de sécurité, hein. Ces attractions sont très sécurites. Le seul problème c'est que il y a besoin d'un entretien plus important. Et donc forcément, les parcs, quand ils achètent ce genre d'attraction à sensation, ils savent que derrière il y aura déjà le prix de base qui est énorme, mais aussi le prix d'entretien tout au long de sa vie et ça va faire qu'augmenter, hein, parce que au bout d'un moment, s'il y a beaucoup d'années d'exploitation, il faut commencer à remplacer des rails, des poteaux. C'est très très tard, hein, sur EGF on n'en est pas encore là, mais c'est vrai que c'est aussi des choses à envisager. Et c'est vrai sur d'autres attractions. On prend les RMC, donc Rocky Mountain Construction, c'est un constructeur qui fait des machines qui clairement, des fois, font que certains coasters, comme imaginons Untamed, les bandes de roulement sont à changer quasiment tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais presque. Des fois, tellement c'est usé, ils changent au moins un roulement sur un train par jour. Tellement c'est intense. Et d'ailleurs, ça a été un problème sur Taron, je crois, j'avais entendu ça un petit peu. Au tout début, tous les jours, toutes les roues étaient remplacées. Et là, le parc, par contre, la Fantasyland a dit « Alors, vous êtes mignon, Intamin, mais là, ça fait beaucoup. » Là, c'est vraiment trop. Et donc, forcément, ils ont trouvé une solution, changé le type de roue, etc. Même refroidi, on peut refroidir les roues pour éviter que ça se bouffe trop vite. Pareil, là, on a une roue de Timber Drop à frais pertuis. Et déjà on voit qu'il n'y a pas beaucoup de revêtements, pourtant à la base il y en a un, donc c'est une roue qui est arrivée en fin de vie tout simplement. Et ça pareil, elle se bouffe très très vite, c'est assez impressionnant. Et c'est tout à fait normal, dès qu'on a des forces considérables, on a un entretien considérable, ça va de pair. Et faut juste que les parcs en soient conscients, certains ne le sont pas trop, on peut citer Walligator avec The Monster, qui est du constructeur Bolliger & Mabillard et qui demande là aussi un entretien assez important, pas aussi important que GF je pense, mais assez important. Là pareil, c'est des fonds qu'il va falloir mettre dans l'attraction pour l'entretenir tout au long de sa vie. Et voilà, donc Holiday Park le fait très très bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que du coup, ils en sont conscients
et il faut qu'il fasse gaffe. Autre chose, sachez que le parcours possède 2 emplacements pour des trims, ce sont des freins sur EGF, ils sont magnétiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement, et en fait ça permet de ralentir très légèrement le train afin, bon, ça a plusieurs utilités, souvent c'est des freins de confort, ça permet de réduire un tout petit peu l'intensité afin que ce soit plus agréable pour le passager. De même, ça peut aussi préserver un petit peu la machine, comme je vous ai dit, au niveau des matériaux, etc. Donc ça peut ralentir un tout petit peu. C'est pas indispensable, mais c'est vrai que sous certaines conditions, c'est important d'en avoir pour éviter que le train prenne de trop grandes vitesses et que finalement ce soit en dehors de ce qui est préconisé sur la machine. Mais sur EGF, il y a 2 emplacements. Je crois que c'est arrivé que les 2 soient munis de freins. Mais moi, lors de ma visite, il n'y en avait que le 2e qui avait des freins magnétiques. Et je crois qu'il y a des gens, c'était que le 1er. Donc en fait, ça varie un petit peu. Voilà, ils le mettent en fonction peut-être de la météo, en fonction, je sais pas, du moment de l'année. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes très peu ralenti à un moment donné sur EGF, c'est normal. Et ça s'appelle des trims. Et en fait, c'est tout simplement un truc un petit peu, comme je l'ai dit, de confort. Je sais pas sur EGF comment il est vendu, mais sur d'autres coasters, en général, c'est des freins de confort. Je vous rassure, ça n'enlève rien à la qualité de l'attraction. Elle est quand même très sensationnelle et très intéressante à faire, même avec les trims. Et en fait, on voit que c'est un monument, parce que même aux États-Unis, on en parle, même les passionnés aux États-Unis savent que cette machine, c'est un incontournable. Une dernière chose au niveau du rendement, donc de la capacité qu'a le train à accueillir un certain nombre de passagers par heure. Il faut savoir que Holiday Park ne sort pas toujours de train, parce que ça coûte cher de sortir un 2e train, donc des fois il tourne qu'à un seul train, ce qui est chiant, on va pas se mentir. Après moi j'y suis allé une journée, il n'y avait pas grand monde, donc ça allait. Néanmoins, il y a un truc qui est là beaucoup moins compréhensible, c'est que la vérification des trains, au moment du départ, se fait de manière un peu particulière. En effet, il y a les employés qui vont faire toute l'attraction, tous les 7 wagons, vérifier les harnais, enfin les barres, et ils vont refaire toute l'attraction pour vérifier toutes les ceintures. Ça n'a aucune utilité parce que n'importe quel autre parc vérifie les 2 en même temps, c'est quand même la base, ça permet de gagner pas mal de temps. À Holiday Park, non, ce n'est pas le cas. Et quand il y a 2 trains, c'est peut-être pas grave parce que pendant qu'ils font ça, il y a le 2e qui tourne sur le circuit. C'est d'autant plus chiant quand il n'y a qu'un seul train et que du coup, ça rajoute vraiment longtemps au départ et ça déglingue le débit. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. J'avoue que j'ai pas la réponse. Et j'avoue qu'Holiday Park pourrait faire un effort là-dessus. Je ne sais pas si l'année dernière ça a été mieux, dites-moi en commentaire si vous y êtes allé, mais en tout cas, d'après tous les retours que j'ai et d'après ma propre expérience, c'était vraiment pas ouf, c'était même clairement de la merde ce rendement. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme de rendement ou qui souhaiteraient en savoir davantage, je vous ai fait une vidéo sur le sujet il n'y a pas très longtemps, donc je vous la mets en fiche. Voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit un DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!